1968. Durant l'année la plus sanglante de la guerre du Vietnam, les chars d'assaut américains sont au cœur même des combats. On pense souvent à tort que les chars d'assaut n'étaient pas nombreux au Vietnam. Le commandant de char a dit « À gauche, à gauche !» Feu! Pour vaincre l'ennemi, les Américains déploient toute la puissance de leurs forces blindées. On a utilisé une puissance de feu maximale. Mais les Nord-Vietnamiens contre-attaquent avec leurs propres chars d'assaut. Je me souviens d'avoir vu un obus qui venait droit sur nous. Le sort du Vietnam se joue dans cette lutte opposant les blindés du Nord et les blindés du Sud. Durant la phase finale de la guerre, les blindés nord-vietnamiens ont fait toute la différence. Nous sommes dans la ville de Hue, au centre du Vietnam. Avec ses citadelles historiques et ses nombreux temples, Hue a longtemps été considérée par les Vietnamiens comme l'ancienne capitale impériale et le centre culturel du pays. Aujourd'hui, plusieurs bâtiments sont en ruine. Les façades sont criblées de balles. Défigurés durant le conflit que les Vietnamiens surnomment la guerre américaine. En 1968, la guerre fait rage au Vietnam. Le Nord et le Sud luttent pour la domination du pays. Depuis 1954, le Vietnam est scindé en deux le long du 17e parallèle. Le Nord est mené par Ho Chi Minh, qui se bat pour unifier le pays. Les dirigeants du Nord, particulièrement Ho Chi Minh, n'ont jamais accepté la partition du pays. Leur objectif a toujours été de réunifier le Vietnam. Le conflit au Vietnam n'est pas seulement d'ordre national. Il est aux premières lignes de la guerre froide opposant les États-Unis à l'URSS. L'intérêt des États-Unis dans la guerre du Vietnam était directement lié à la guerre froide, le but étant de contrer l'influence soviétique en Asie. Après le Vietnam du Sud, ce serait l'Indonésie, les Philippines et finalement toute l'Asie qui deviendrait communiste. En 1965, les Américains n'entrevoient qu'une seule option pour mettre fin au combat de Ho Chi Minh: envoyer leurs forces sur le terrain. Le 8 mars, un petit corps expéditionnaire de 3500 Marines et 2 pelotons de chars d'assaut débarque à Da Nang. Les Américains sont sans cesse confrontés aux guérillas communistes. Les embuscades, les lance-roquettes, et les mines terrestres causent un grand nombre de pertes américaines. En 1965, les chars américains n'étaient pas prêts pour la guerre du Vietnam. Mais il ne faut pas oublier que les autorités militaires américaines ne l'étaient pas non plus. Pour écraser l'ennemi, l'armée des États-Unis augmente ses effectifs à 500 000 soldats et des centaines de chars d'assaut. Entre 1965 et 1968, le nombre de soldats et de chars américains a augmenté dans le Vietnam du Sud. Ils croyaient que les communistes allaient s'en tenir à des opérations militaires conventionnelles. Les commandants du Nord préparent une offensive majeure. En 1968, ils prévoient de multiples assauts sur le territoire sud-vietnamien durant les fêtes du Tet, le Nouvel An vietnamien. Les Américains auront enfin la chance d'utiliser leur imposante puissance de feu pour anéantir l'ennemi. Ils croyaient qu'en ramenant les communistes à une guerre conventionnelle, ils en sortiraient victorieux.
Janvier 1968. C'est le début de l'année la plus meurtrière de la guerre du Vietnam. Les rues de la ville de Hue sont remplies de Sud-Vietnamiens venus célébrer le Nouvel An. Parmi eux, se sont infiltrés des milliers de soldats communistes déguisés en civils. Le 31 janvier, la ville est secouée par des explosions. C'est le début de l'offensive du Tet. 75 000 communistes se lancent à l'attaque des villes et des villages du Vietnam du Sud. C'est à Hue que l'assaut est le plus féroce. Les défenseurs américains et sud-vietnamiens sont submergés par les guérillas qui surgissent de nulle part. Le même jour, les communistes contrôlent déjà la majeure partie de la ville. Hue avait une importance symbolique pour les Vietnamiens du Sud. C'était l'ancienne capitale du pays. Les renforts américains et sud-vietnamiens se rendent aussitôt sur place, armés des chars M48 du 3e bataillon de chars du corps des Marines. Le M48 Patton est conçu pour les combats entre chars. Il est armé d'un canon à longue portée de 90 mm et protégé d'un blindage frontal de 110 mm, mais en zone urbaine, il est impuissant devant les tirs rapprochés des canons anti-chars. Le combat urbain est toujours plus dangereux parce que les tirs sont à bout portant. C'est un labyrinthe tridimensionnel. Sur un coin de rue, j'observais les environs à travers le minuscule périscope. Tout à coup, j'ai vu passer des ombres au loin. Le commandant de char a dit « À gauche, à gauche !» Encore plus à gauche! Feu! Neuf fois sur 10, on tirait sans vraiment voir la cible. C'était 5 minutes d'action intense, puis on se retirait. Mais dans la ville de Hue, il n'y a pas de ligne de front. La bataille fait rage dans toutes les directions. On garait les chars et on attendait d'être appelé en renfort. Au début, je ne voulais pas sortir. Il y avait des Nord-Vietnamiens partout. Un char d'assaut est particulièrement vulnérable en territoire urbain. Toutes les fenêtres, les ouvertures et les ruines sont une menace. Il peut être attaqué du sol, mais aussi d'en haut. Les deux chars étaient arrêtés, un à côté de l'autre. Les deux équipages étaient sortis quand un mortier nord-vietnamien est atterri entre les deux chars. 2 ou 3 soldats sont morts. Les 14 ou 15 hommes qui venaient d'arriver sur place le même jour ont presque tous été évacués d'urgence et remplacés par d'autres hommes. Quand on arrive dans une zone de combat, on prend le temps de comprendre à quoi on a affaire. Mais avec l'offensive du Tet, on n'avait pas le temps pour ça. Ils nous ont tout de suite envoyés à Hue. Arrivés dans la ville, on a trouvé les chars qu'on allait utiliser. On remplaçait l'équipage qui avait été touché. Moi, je remplaçais le mitrailleur. Ce n'était pas beau à voir. On s'y attendait un peu. L'ancien commandant de char avait été complètement défiguré. Il y avait du sang sur la coupole et à l'intérieur de la tourelle. Même si l'intérieur des chars était couvert de sang et de membres coupés, les hommes devaient continuer à l'opérer. Le désavantage du char d'assaut en zone urbaine, c'est qu'il est obligé d'emprunter les routes larges pour arriver à bien manœuvrer. C'était plus facile pour les communistes de deviner par où ils passeraient et de leur tendre des embuscades. L'ennemi se pendait aux fenêtres et laissait tomber des charges explosives. Si on avait une arme lourde devant nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'était de reculer. Mais le char est beaucoup plus lent que les tirs.
Plusieurs jours après l'arrivée des renforts blindés, les Américains n'ont toujours pas chassé les communistes hors de la ville. Durant la bataille de Hue, l'opinion publique inquiétait le gouvernement américain. C'était honteux d'avouer que les communistes avaient réussi à s'emparer de la ville. Les commandants américains sont conscients que les images de la destruction d'une ville historique risquent de soulever la colère du peuple américain. Les règles d'engagement étaient plus restrictives justement parce qu'ils étaient en zone urbaine. C'est là que j'ai appris que les rumeurs à propos de cette guerre étaient vraies. Je pensais que les vétérans essayaient de nous faire peur quand ils nous disaient que parfois, quand ils étaient attaqués, ils devaient demander la permission d'ouvrir le feu sur l'ennemi. J'étais persuadé que c'était faux. En descendant une rue, j'ai aperçu une lueur à travers le viseur. Puis j'ai vu une branche d'arbre bouger, comme si quelque chose l'avait touché. Le tireur était à la fenêtre. Le conducteur a vu son arme, mais pas moi. Le lance-roquettes réutilisable était l'arme anti-char principale des Nord-Vietnamiens. C'était extrêmement dangereux pour l'équipage. J'ai voulu riposter, mais le commandant de char a dit « Attends ». Attendre quoi? Il devait appeler la base et demander la permission de tirer. Je m'imaginais une centaine de roquettes en train de transformer notre char en gruyère. C'était trop long. La permission a été accordée et avant même que le commandant ouvre la bouche, j'avais déjà tiré. Après 27 jours, les communistes sont enfin chassés hors de Hue, mais la ville est en ruine. Les pertes américaines sont élevées et la confiance en une victoire rapide au Vietnam est ébranlée. La plus grande perte de l'offensive du Tet a été celle de l'opinion publique. Avant l'offensive, les politiciens américains nous faisaient voir la lumière au bout du tunnel en jurant qu'on allait vaincre facilement les communistes vietnamiens. Mais cette offensive majeure des Nord-Vietnamiens, lancée à travers tout le Vietnam du Sud, c'était la preuve que le fameux tunnel était beaucoup plus long qu'on le pensait. L'offensive du Tet fait 40 000 victimes parmi les civils vietnamiens. Plus de 45 000 combattants communistes sont blessés ou tués. Pourtant, les forces de Ho Chi Minh continuent la bataille dans l'espoir de faire tourner les événements en leur faveur. Dans la région montagneuse du centre du Vietnam, un char d'assaut américain, usé par le temps et la rouille, nous rappelle les combats féroces de 1968. Les Nord-Vietnamiens entraient dans une nouvelle phase de la guerre en s'équipant à leur tour de leur propre char d'assaut. L'armée nord-vietnamienne a reçu ses premiers chars en 1959, mais ne pouvait pas les utiliser avant d'avoir entraîné les équipages. C'était en 1968 qu'ils les employaient pour la première fois. À cette époque, ils étaient équipés du PT-76, un char amphibie soviétique. Ils pouvaient infiltrer plus facilement le Vietnam du Sud en traversant les nombreux cours d'eau qui le séparent du Vietnam du Nord. L'armée nord-vietnamienne place ses chars d'assaut à la tête d'une attaque majeure contre la vaste base américaine de Khe Sanh. Le plan est d'infiltrer le Vietnam du Sud en passant par le Laos et en traversant la frontière le long de l'autoroute 9 en direction de Khe Sanh. La prise de Khe Sanh allait être le prélude d'une opération encore plus vaste qui avait pour but d'envahir les provinces nordiques du Vietnam du Sud. La prise des provinces du Nord leur assurait la victoire. Autoroute 9, Vietnam du Sud, janvier 1968.
L'armée nord-vietnamienne atteint l'autoroute près de la frontière. Avant d'atteindre la base de Khe Sanh, l'infanterie et les chars d'assaut de l'armée nord-vietnamienne doivent capturer la petite base des forces spéciales américaines de Lang Vây à 10 km de la frontière. Les nord-vietnamiens assemblent près de 2000 soldats et 16 chars d'assaut pour attaquer Lang Vây. Seulement 24 soldats des forces spéciales américaines et 450 mercenaires locaux sont assignés à la défense de la base. Le capitaine de Lang Vây m'a ordonné de déplacer mes soldats jusqu'à la base. Il allait nous disperser le long du périmètre pour renforcer la défense du camp. Il m'a dit qu'ils avaient repéré des chars d'assaut au Laos. Il parlait de 4 ou 5 chars. Je ne comprenais pas pourquoi c'était une menace pour nous. On n'avait pas encore utilisé les chars au sud du Vietnam, mais ce qui se passait au Laos ne nous regardait pas. On a quand même fortifié nos positions et creusé des abris. Dans les montagnes, l'artillerie nord-vietnamienne ouvre le feu en direction de la base militaire de Lang Vây. On était positionnés beaucoup plus bas. Leur bombardement nocturne était très efficace. 6 février 1968. La nuit tombe sur la base de Lang Vây. Cette nuit-là, on sentait que c'était la bonne. Les communistes sont sur le point de lancer leur attaque. Les PT-76 du 98e bataillon de chars de l'armée nord-vietnamienne sont à la tête de l'assaut. Le PT-76 est un char léger soviétique opéré par 3 soldats. Il est armé d'un canon de 76,2 mm, mais son blindage frontal ne fait que 17 mm. L'attaque des chars d'assaut du Nord contre Lang Vây représentait le début d'une nouvelle stratégie. Les Nord-Vietnamiens étaient maintenant prêts à combiner les opérations de guérilla aux opérations conventionnelles. L'apparition soudaine des chars PT-76 nord-vietnamiens le long du périmètre de la base provoque la surprise chez les Américains. Le sergent s'est approché, il a dit « Les chars d'assaut viennent de pénétrer le périmètre. » J'ai répondu « Des chars d'assaut? Allons voir ça. » Et tout à coup, je les ai vus. Je n'en croyais pas mes yeux. Des chars russes PT-76. Les Américains se précipitent vers les abris pour préparer leur arme anti-char. Le canon sans recul de 106 mm. Et boum! L'obus est parti. Et le premier char est touché. Un autre obus dans la culasse et un deuxième char hors combat. Et un autre obus. Les Américains commencent à manquer de munitions au moment où les Nord-Vietnamiens envoient une autre vague de chars d'assaut. Ils essaient de repousser les nouveaux arrivants avec des tirs de mortier. Mais l'ennemi continue son avancée. Un char PT-76 s'approche de Long Rear. Je me suis baissé derrière le mur avec une arme anti-char légère. J'ai enlevé le cran de sûreté. L'arme légère M72 LA lance un explosif détonnant anti-char de 66 mm qui devrait arriver à pénétrer le blindage du PT-76 sans problème. Il ne fonctionnait pas, alors j'en ai pris un autre. Le M72 est peu fiable et le PT-76 s'approche toujours. Les deux premiers n'ont jamais fonctionné. Avec un troisième, j'ai visé le devant du char, là où aurait dû se trouver le conducteur. J'ai tiré. La roquette s'est dirigée droit sur la cible. Mais au moment de l'impact,
Elle a ricoché vers le haut. Pourtant, ça aurait dû fonctionner. Le PT-76 s'en tire indemne. Son équipage tourne maintenant son attention vers l'abri où se trouve Langmuir. Le char s'est arrêté. Ensuite, il a fait pivoter son gros canon vers nous. Il était temps de sortir de cet abri. Les Nord-Vietnamiens adoptent la tactique américaine et choisissent d'utiliser la puissance de feu des chars d'assaut pour attaquer l'ennemi. Les défenseurs de Lang Vây sont au bord de la défaite. Après seulement quelques heures de combat, les Nord-Vietnamiens contrôlent la majeure partie de la base de Lang Vây. Langmuir et le reste de son équipe se replient vers le centre des opérations tactiques, la dernière position défendable du camp. C'est un bunker souterrain, d'où les signaux d'ordre sont donnés par radio. L'armée nord-vietnamienne s'empresse d'attaquer les défenseurs dans le centre des opérations tactiques. On a entendu un char. Il s'approchait. Les Américains ont tiré une leçon de leur rencontre avec le PT-76. Il fallait viser son flanc. Les roquettes n'avaient aucun effet sur le blindage frontal. On a tiré un projectile. Boum! On l'a détruit et un autre est arrivé par derrière. J'ai tiré. Mais je ne l'ai pas détruit. Par contre, il ne pouvait plus rouler. Il a fait pivoter sa tourelle. Le lance-roquette était encore sur mon épaule. Alors je l'ai tiré. Le deuxième char est neutralisé. Mais les autres véhicules blindés de l'armée nord-vietnamienne se dirigent vers les défenseurs. Un autre s'est approché. Il a fait pivoter sa tourelle. Je pouvais deviner la suite. Langmuir descend dans le centre des opérations pour récupérer d'autres armes anti-chars. J'ai descendu l'escalier. Rendu en bas, tout a explosé. Les chars de l'armée nord-vietnamienne envahissent Lang Vây. Mais les Américains, pris au piège dans le centre opérationnel, refusent de capituler. Il y avait un char au-dessus du bunker. La poussière tombait du plafond et son moteur grondait. L'ennemi devait penser qu'en piétinant le bunker, avec un monstre de plusieurs tonnes, les Américains accepteraient de se rendre. Les défenseurs de Lang Vây refusent de sortir du bunker. Réduits à la dernière extrémité, ils ordonnent une frappe aérienne contre l'ennemi positionné juste au-dessus d'eux. Ce genre de décision n'est jamais prise à la légère. Mais ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour la cause. La tactique risquée force les chars d'assaut et l'infanterie de l'armée nord-vietnamienne à battre en retraite et permet aux troupes menées par les Américains de fuir les lieux. Le 7 février, les Nord-Vietnamiens capturent finalement la base. L'attaque de Lang Vây leur a coûté 7 chars d'assaut, mais elle a prouvé que leurs forces blindées font le poids contre les Américains. Après Lang Vây,
Les Nord-Vietnamiens peuvent maintenant se concentrer sur leur objectif principal, la base américaine de Khe Sanh. Long Rear et les survivants de Lang V arrivent à Khe Sanh. 21 des 24 Américains de la base sont morts, blessés ou disparus. À Khe Sanh, les survivants ne sont pas au bout de leur peine. La base est soumise à un puissant barrage d'artillerie. Les projectiles tombent toutes les 10 secondes. Au début de l'année 1968, Khe Sanh était encerclé. Juste avant l'offensive du Tet, les Nord-Vietnamiens avaient isolé la base avec des bombardements prolongés. Les Nord-Vietnamiens assiègent Khe Sanh. 66 000 soldats américains et sud-vietnamiens sont pris au piège, incluant un détachement de chars M48. Je m'étais porté volontaire pour être affecté aux troupes blindées et à la base de Khe Sanh. J'espère ne jamais avoir à revivre un enfer comme le siège de Khe Sanh. Un bataillon de renfort de la division 325C de l'armée nord-vietnamienne est en route vers la base américaine avec 600 soldats. Il se prépare à attaquer les avant-postes de la colline 64 et d'une position appelée La Carrière, près de l'extrémité ouest de Khe Sanh. Dans la carrière, il y avait 2 chars d'assaut placés l'un derrière l'autre. Ils étaient cachés derrière un mur de terre. 8 février 1968. Tôt le matin, les soldats de l'armée nord-vietnamienne se rapprochent du périmètre américain. Pourtant, on patrouillait le long du périmètre toutes les nuits avec des phares au xénon. Mais l'ennemi avait creusé des tranchées et des tunnels pour se rendre jusqu'à environ 50 à 100 mètres de nos lignes et de nos tranchées. Les sapeurs de l'armée nord-vietnamienne rampent silencieusement vers les barbelés pour y installer des explosifs. Ils traversaient nos lignes comme si de rien n'était. On ne se doutait de rien. Le commandant nord-vietnamien donne le signal. Juste avant l'attaque, il y avait le son du clairon et les fusées éclairantes. Dès que le signal est lancé, l'ennemi fait détonner la dynamite et perce le périmètre. Les mitrailleuses et les mortiers ouvrent le feu sur la base. Puis est arrivé le barrage d'artillerie et de mortiers. L'infanterie ennemie se précipite au sommet de la colline vers les positions américaines. La colline 64 était l'avant-poste du groupe Alpha 1-9. Ils en avaient plein les bras. Les Marines sortent rapidement de leur bunker et battent en retraite. Les soldats de l'armée nord-vietnamienne atteignent le sommet de la colline 64 et tentent de détruire les positions américaines. Pour déloger l'ennemi, les chars d'assaut américains se placent derrière lui. Mais ils doivent ouvrir le feu sur leur propre position. On n'avait pas le choix. Le commandant de char donnait l'ordre de tirer et on exécutait. On a lancé de 10 à 20 projectiles. On visait les bunkers que nos soldats venaient tout juste d'évacuer. À peine quelques minutes plus tôt. On a utilisé une puissance de feu maximale. La contre-attaque force l'armée nord-vietnamienne à se replier.
Mais pas avant d'avoir détruit les bunkers américains. La bataille de la colline 64 fait 150 morts chez les Nord-Vietnamiens. Les chars d'assaut ont joué un rôle très important durant le siège de Khe Sanh. L'ennemi avait compris qu'on pouvait atteindre rapidement n'importe quel tronçon du périmètre qu'il tenterait de traverser. L'armée nord-vietnamienne perd des milliers de soldats lors des assauts sur Khe Sanh. En avril, le siège est finalement levé. Peu de temps après, les Américains quittent la base qu'ils ont si farouchement défendue. Pour les Américains, 1968 sera l'année la plus meurtrière de la guerre. Plus de 15 000 soldats seront tués au combat. Le bilan des décès soulève les mouvements anti-guerre aux États-Unis et partout dans le monde. En 1968, la guerre au Vietnam perdait rapidement l'appui général en Occident. Le peuple américain a réalisé qu'il allait devoir payer un prix beaucoup trop élevé pour débarrasser le Vietnam du Sud des communistes. C'est l'année où les citoyens américains ont changé leur fusil d'épaule en très grand nombre. Alors que l'enthousiasme des Américains retombe, les Nord-Vietnamiens sont toujours déterminés à se battre pour vaincre l'ennemi. Dans le but d'unifier le pays, les communistes planifient de nouvelles offensives dans lesquelles le char d'assaut jouera un rôle crucial. La guérilla d'Ho Chi Minh s'est transformée en une armée moderne, prête à affronter les plus puissantes nations du monde. 1969. Pour réapprovisionner leurs forces dans le Vietnam du Sud, l'armée nord-vietnamienne déplace des soldats, de l'équipement et des chars d'assaut vers le sud. Les convois traversent des milliers de kilomètres de jungle en suivant la piste Ho Chi Minh. La piste Ho Chi Minh était utilisée par les communistes pour les communications, la logistique et l'infiltration vers le sud. Les Américains établissent une ligne de base de feu le long de la piste Ho Chi Minh dans le but d'attaquer les communistes et de perturber la chaîne de ravitaillement ennemi. La base de feu la plus isolée est le camp des forces spéciales Ben Het, situé dans les montagnes centrales du Vietnam du Sud, près de l'endroit où la piste Ho Chi Minh traverse le Laos et le Cambodge. Son emplacement faisait de Ben Het un objectif important. La prise de Ben Het aurait potentiellement permis aux Nord-Vietnamiens de scinder le pays en deux. La base occupe 3 collines. La plus proche de la piste, celle de l'ouest, est protégée par les chars d'assaut de la compagnie B du 69e régiment blindé du 1er bataillon de l'armée américaine. Au début de l'année 1969, les commandants nord-vietnamiens décident d'attaquer Ben Het. 10 chars PT-76 sont à la tête de l'assaut. Ils croyaient que les chars allaient jouer un rôle déterminant à Ben Het. 3 mars 1969. 3 chars M48 affectés à la protection de la base sont mis en terre sur la colline de l'Ouest. On les a placés dans des tranchées. Tout ce qu'on pouvait voir était leurs gros canons tout près du sol. À la tombée de la nuit, aucun son ne se fait entendre. Puis soudain, un bruit de moteur attire l'attention des Américains en direction de la frontière. Une unité des forces spéciales, accompagnée d'un de ses lieutenants, est partie en reconnaissance. Ils ont vu des chars d'assaut en mouvement entre nous et la frontière. La première bataille entre chars d'assaut de la guerre du Vietnam est sur le point de commencer. On était surpris de les voir se diriger vers nous.
Ben Het était un combat de chars, mais ce n'était probablement pas par choix. Je ne pense pas que les Nord-Vietnamiens se seraient volontairement opposés aux chars M48 avec leur PT-76. Deux chars PT-76 sont rapidement mis hors combat. Mais un troisième gagne du terrain et ouvre le feu. Le projectile du PT-76 frappe durement l'équipage du M48. Le char est mis hors combat. Le reste des chars américains pilonne l'ennemi. Puis enfin, les communistes battent en retraite. Aux premières lueurs, le lendemain matin, on a réalisé qu'ils avaient détruit 2 de nos chars. Dans les mois qui suivent, malgré les assauts répétés de l'infanterie et de l'artillerie nord-vietnamienne, Ben Het tient le coup. Mais cette première bataille entre chars d'assaut fait escalader dangereusement le conflit. Avec le char d'assaut, l'armée nord-vietnamienne entrait avec confiance dans la conduite de guerre conventionnelle. En juillet 1969, les Américains comptent plus de 40 000 soldats morts au Vietnam. Et la guerre semble vouloir s'éterniser. Le 2 septembre, le dirigeant du Vietnam du Nord meurt. Mais son rêve d'unifier le Vietnam et d'en faire un pays indépendant reste bien vivant. You can kill 10 of our men for everyone we kill of yours. But even at those odds, you will lose and we will win. Les Américains entament les négociations de paix avec le Vietnam du Nord et annoncent le début du retrait de leurs troupes. We have adopted a plan, which we have worked out in cooperation with the South Vietnamese, for the complete withdrawal of all U.S. combat ground forces. Les équipages de blindés américains étaient parmi les premiers à débarquer au Vietnam du Sud, avec la certitude que la victoire était gagnée d'avance grâce à leur imposante puissance de feu. Ils sont maintenant parmi les premiers à quitter le pays. Le Vietnam du Nord met de côté les tactiques de guérilla pour une conduite de guerre plus conventionnelle. Leurs soldats de blindés se préparent à jouer un rôle plus important dans la campagne pour unifier le pays. La guerre américaine se termine et la lutte pour le Vietnam entre dans sa phase décisive. « 1972. La majeure partie des forces américaines a quitté le pays, laissant le Vietnam du Sud à son sort. Le retrait des troupes américaines a affaibli l'économie du Vietnam du Sud. Ils n'avaient plus d'argent à injecter dans leur propre défense. De son côté, le Vietnam du Nord reprend des forces avec l'aide des nouveaux et puissants chars d'assaut de l'Union soviétique et de la Chine. Grâce à leurs alliés, les Nord-Vietnamiens ont pu rebâtir leur armée. Ils croyaient que 1972 serait l'année de leur victoire contre le Sud grâce aux tactiques conventionnelles. Printemps 1972. Les communistes lancent une nouvelle offensive. Une centaine de chars mènent le plus imposant assaut du Nord depuis le début de la guerre. Quand on pense à la guerre au Vietnam, on imagine des combats dans la jungle. Pourtant, certains territoires étaient l'idéal pour les chars, particulièrement dans les provinces nordiques. L'assaut principal aura lieu dans les provinces frontalières, où les forces sud-vietnamiennes semblent les plus faibles. C'était la première fois que les Nord-Vietnamiens utilisaient une si grande quantité de chars. Pour cette attaque, les Nord-Vietnamiens assemblent 30 000 soldats et plus de 150 chars d'assaut. À la défense des provinces nordiques, les Sud-Vietnamiens déploient près de 30 000 soldats
et quelques dizaines de chars M48. 30 mars 1972. Les troupes nord-vietnamiennes traversent la frontière et commencent leur assaut dans le Vietnam du Sud. Parmi leurs rangs se trouve le char le plus moderne de tout leur arsenal, le T-54. Le T-54 est un char de combat soviétique conçu pour les batailles entre chars. Il est armé d'un canon de 100 mm et protégé d'un blindage frontal de près de 10 cm. Avec ces nouveaux chars d'assaut, les Nord-Vietnamiens souhaitent capturer les capitales provinciales de Quang Tri et Hue, leur assurant ainsi la domination sur les provinces nordiques. Pour y parvenir, ils doivent d'abord traverser le pont qui enjambe la rivière Qua Viet, située dans la ville de Dong Ha. C'était un pont important parce qu'il pouvait supporter les chars d'assaut. Si les communistes s'étaient emparés du pont de Dong Ha, ils auraient pu continuer vers le sud jusqu'à Saigon. Pour empêcher l'armée nord-vietnamienne de traverser le pont, les Sud-Vietnamiens s'empressent d'envoyer le tout nouvellement formé 20e bataillon de chars. Les 42 chars M48 du nouveau bataillon reçoivent l'ordre de protéger Dong Ha coûte que coûte. Les chars sud-vietnamiens prennent position en terrain surélevé, surplombant le pont. Ils attendent que l'armée nord-vietnamienne soit à portée de tir. À l'approche du pont, les Nord-Vietnamiens entrent dans la zone d'abattage. Les Sud-Vietnamiens ouvrent le feu et visent avec une redoutable précision. « 11 chars ennemis sont touchés. Un T-54 arrive à s'engager sur le pont. Un Marine sud-vietnamien tente de l'arrêter avec une arme anti-char. Si le pont est capturé, l'armée nord-vietnamienne pourra continuer vers la ville de Quang Tri. Son premier tir n'atteint pas la cible. Il ne lui reste qu'une roquette. Son second tir endommage la tourelle. Le T-54 bat en retraite. Les défenseurs font exploser le pont. Les chars de l'armée nord-vietnamienne ne pourront jamais traverser à cet endroit. L'offensive communiste dure encore 7 mois. L'armée nord-vietnamienne perd des centaines de chars. Mais elle arrive à prendre le contrôle de 10% du territoire sud-vietnamien. Les communistes croyaient que la fin de la guerre approchait. Au début de l'année 1975, l'armée nord-vietnamienne lance une autre offensive. Leurs chars d'assaut attaquent les positions plus au sud et se dirigent vers la capitale, Saigon. Le 30 avril 1975, les dernières unités américaines quittent le pays et les chars du 203e régiment de blindés de l'armée nord-vietnamienne entrent dans Saigon. Le char d'assaut qui défonce le portail du palais présidentiel à Saigon est une image marquante de la guerre. La guerre du Vietnam est enfin terminée. Le pays unifié appartient maintenant aux communistes. Durant la phase finale de la guerre, les blindés nord-vietnamiens ont fait toute la différence. Près de 2 millions de Vietnamiens perdent la vie durant les nombreux combats qui ont fait rage partout au pays.
Les cimetières de guerre et les monuments commémoratifs nous rappellent le terrible prix qu'ils ont dû payer pour l'unification et l'indépendance de leur pays.